Ravi de vous retrouver en ce vendredi 20 septembre. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à tous dans ce journal au sommaire. À l'approche des élections législatives au Sénégal, la coalition Jubanti voit le jour et lance son programme de redressement national. Législative anticipée, le Front social et républicain appelle à faire bloc face au régime en place. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à nouveau. Nous ouvrons ce journal par la politique. Ce mercredi, une nouvelle force politique a vu le jour. Il s'agit de la coalition Jubanti. Face à ce que ses leaders qualifient de désastre national, la coalition Jubanti propose un contrat législatif détaillé ambitieux avec des réformes structurelles sur le plan économique, socio-institutionnel et sécuritaire. Pour rappel, l'un des principaux axes du programme de Jubanti est la relance économique. Suivant Souleymane Ndiaye, les membres de la coalition Jubanti. La coalition Jubanti, cette coalition composée d'hommes et de femmes que le camarade Pierre Ahmedba a présenté tout à l'heure, se dresse face à une situation désastreuse qui aujourd'hui a l'ambition de proposer un contrat législatif explicite et impactant visant à redresser le Sénégal sur tous les aspects, sur le plan politique, le plan économique, sur le plan social et institutionnel. Le contrat de législature peut se résumer en 10 points. Alors, le premier point va concerner la relance économique. Vous savez que c'est à travers la loi que le gouvernement gouverne. C'est à travers la loi qu'on organise le fonctionnement d'une économie. Alors, nous proposons dans ce contrat de législature de restaurer la confiance avec les investisseurs pour relancer le tissu économique et social en vue de créer davantage d'emplois au Sénégal. Nul ne peut ignorer aujourd'hui que nous sommes dans une situation désastreuse. L'arrêt des chantiers sur la corniche, sur pas mal de sites à l'intérieur du pays, a plongé des milliers de Sénégalais dans le désarroi et la précarité. Donc nous mettrons en place des mesures attractives et transparentes pour motiver et inciter les investisseurs sénégalais et étrangers à réinvestir dans notre économie. Également à subventionner les produits de première nécessité en vue de garantir des prix accessibles aux citoyens. Mettre en place également une politique de bonne gestion des ressources naturelles par la révision de certains accords qui portent sur la gouvernance des ressources naturelles. Et par ce fait, garantir à la majorité des Sénégalais l'accès direct. Nous restons toujours dans le cadre de la politique face à la presse. Ce jeudi, les leaders de partis politiques regroupés autour de 3 coalitions après de larges discussions et de concertations approfondies ont décidé de mettre en place le comité d'initiative du Front social et républicain. Il s'agit de la coalition Ensemble pour demain de la présidente et Adji Mergane, la coalition Ngor coordonnée par Mohamed Moustapha Ndiaye et la coalition de Moroemi dont le coordinateur est Alassane Sissé a souligné que ces différentes entités ont décidé de s'unir pour une majorité à l'Assemblée nationale. Déjà, ce front est constitué de 3 grandes coalitions, notamment la coalition Ensemble pour demain, que je coordonne d'ailleurs, la coalition Ngor, co-coordonnée par Mohamed Moustapha Diagne et Maguette Ngom, et la coalition de Réumi qui est coordonnée par Alassane Sissé. Nous voulons arriver véritablement à une large coalition
un grand bloc uni, solidaire, pour en perspective des élections législatives. Aujourd'hui, dans cette coalition, nous accueillons des forces vives de la nation, notamment des forces citoyennes. Nous accueillons des syndicats, nous accueillons des organisations de femmes et de jeunes. Et cela nous rassure et nous montre que nous sommes dans une dynamique unitaire qui nous permettrait d'arriver à une large coalition. Parce qu'il nous faut une Assemblée nationale équilibrée. Nous devons ensemble relever le défi d'une Assemblée nationale plurielle, relever le défi d'une Assemblée nationale équilibrée. Vous avez pu le constater que le président de la République a pris le décret 2024 du 13 septembre. Je pense que, fidèle à nos traditions de concertation et de dialogue, il aurait été opportun d'inviter la classe politique, d'inviter les acteurs de la société civile à ce que nous puissions, autour d'une table, discuter du processus électoral. Aussi, vous avez vu que les délais donc, devaient aussi être en conformité avec les décisions du Conseil constitutionnel. Le président de la République devait saisir le Conseil constitutionnel pour avis, dans la mesure où il a choisi les 60 jours, comme le code électoral l'a dit, 60 jours au moins, 90 jours au plus. À l'approche des élections législatives au Sénégal, les leaders de l'opposition s'unissent autour de ATEL pour exiger des élections transparentes. Selon Khalifa Ababacar Sall, cette structure a pour but de faire en sorte que le pouvoir en place puisse respecter les textes qui régissent les procédures à la matière. C'est la répétition. Et la nôtre comme opposition est de faire en sorte que le pouvoir en place puisse respecter les textes qui régissent tout le processus en la matière. Tout le processus et tout le processus. C'est pourquoi nous nous félicitons de cette présence massive, de cette participation belle, de tous ces leaders aujourd'hui réunis, afin que le Sénégal puisse rester un pays respecté en matière de démocratie. Nous allons certes connaître un scrutin particulier. Les textes qui viennent d'être publiés laissent pantois beaucoup d'entre nous qui avons l'expérience des élections dans ce pays. Ceci est particulier. C'est aussi particulier que ce que nous avions vécu, qu'une force d'opposition puisse être élue au premier tour dans une élection dans ce pays. Donc ces moments particuliers que vit notre pays doivent être des moments où nous devons nous réjouir de la qualité du jeu démocratique. Mais ils peuvent être aussi des moments de lutte et de confrontation si c'est nécessaire, puisque la démocratie sénégalaise, sa préservation en vaut la peine. Donc notre structure est une structure de concertation, de réflexion, mais c'est aussi une structure de lutte afin que les règles démocratiques puissent être respectées dans ce pays. Ce jeudi, le port autonome de Dakar a reçu la visite du ministre britannique pour l'Afrique du Royaume-Uni, Lord Collins. Il était accompagné par la ministre des Pêches et Infrastructures maritimes et portuaires du Sénégal, Fatou Diouf. Ces derniers ont été reçus par le directeur général du port autonome de Dakar. Selon Madame la ministre, cette visite rentre dans le cadre du renforcement des relations de coopération qui ont toujours existé entre le Royaume-Uni et le Sénégal. Effectué aujourd'hui au Sénégal et particulièrement ici au port autonome de Dakar. Cette visite, comme c'est indiqué, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération qui ont toujours existé entre le Royaume-Uni et le Sénégal. Et aujourd'hui, donc avec l'avènement de deux nouveaux gouvernements de part et d'autre, c'est l'occasion pour nous de réitérer cet engagement et de voir dans quelle mesure le consolider.
Cette visite également s'inscrit dans le cadre même du partenariat qui existe entre le port autonome de Dakar, DP World et le BII, le British International Investment, donc, qui sont des partenaires donc, qui investissent au niveau de DP World Ndayane et qui vont intervenir dans le domaine des corridors. Vous savez, c'est important, les corridors, pour une bonne circulation des marchandises, mais également pour le désengorgement du port, qui peut être un facteur même d'allègement des coûts. Donc c'est pour cela que je suis ici, donc en compagnie de M. le directeur général du port, pour accueillir notre hôte, lui souhaiter la bienvenue, mais également lui dire combien le gouvernement du Sénégal est dans les dispositions en ce qui concerne le secteur maritime de renforcer la coopération. Parlons de l'économie à présent, c'est sous le thème comprendre la finance islamique, définition, réglementation et impact social que Capi Group a tenu sa deuxième édition ce jeudi à Dakar. Selon Sophie Koulibaly, la nouveauté de cette deuxième édition est l'intégration des chercheurs et des universitaires pour qu'ils puissent réfléchir sur les modalités pratiques qui sont utilisées dans le domaine de la finance. La finance quand même est une forme de science, donc si nous voulons faire évoluer les outils ou les mécanismes ou les pratiques, nous sommes obligés d'intégrer les chercheurs pour qu'ils réfléchissent sur les modalités pratiques qui sont utilisées aujourd'hui. Parce que les outils bancaires, est-ce qu'ils sont adaptés aujourd'hui à nos besoins? Est-ce qu'il y a un alignement, réellement une adéquation, besoins et offres? C'est des questions qu'on se pose lors de nos éditions et on s'est dit pourquoi ne pas aller voir des gens qui ont déjà fait de la recherche dessus, qui ont en tout cas eu à faire des échantillonnages, qui ont eu à faire de la recherche de ce qui s'est fait ailleurs que chez nous et tirer les bonnes pratiques en alliant ce mix de chercheurs et d'experts métiers. On espère vraiment pouvoir avoir des conclusions fortes qu'on pourra partager avec les autorités publiques et les autorités de régulation. L'investissement n'est pas en soi un problème entre la finance islamique et la finance classique parce que qu'on investisse dans la finance islamique ou dans la finance classique, on peut en tirer profit. Le profit n'est pas haram du point de vue de l'islam. C'est la façon dont on construit ce profit. Il n'est pas interdit, par exemple, dans la finance islamique, d'investir dans une activité et de gagner de l'argent. Et c'est sous cette forme que les contrats islamiques sont réalisés, sous forme de partage de risques, sous forme de partage de bénéfices, sous forme de partage d'investissement. Et ça, ce n'est pas du tout prohibé par l'islam, mais même si on investit également dans un outil conventionnel aujourd'hui, on en tire profit, mais sous forme de contrat de prêt, sous forme de contrat de financement ou sous forme d'obligation d'action. Mais en tout cas, ce ne sont pas les mêmes mécanismes qui sont utilisés, mais ça reste un investissement. Bon, nous n'avons pas la prétention de promouvoir la finance islamique au Sénégal. En tout cas, seulement de faire connaître. Dans la sous-région, en Guinée, en séjour à Paris dans le cadre du Conseil permanent de la francophonie en prélude au sommet de l'OIF qui se tiendra au mois d'octobre prochain en France, le ministre guinéen des Affaires étrangères décide de convaincre les partenaires de la Guinée de la bonne foi de la junte militaire pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le docteur Maurice Sanda Kouyaté rassure que toutes les élections vont se tenir en Guinée en 2025. Au Mali, suite aux attaques perpétrées par les terroristes ce mardi, plus précisément à l'aéroport international de Bamako et à l'école de la gendarmerie à Faladje, le gouvernement du Sénégal s'incline devant la mémoire des victimes pour dénoncer et apporter leur soutien au peuple malien. Au Rwanda, dans le cadre de la première campagne d'immunisation menée sur le continent africain où l'épidémie n'est pas sous contrôle, plusieurs centaines de vaccins contre le MOPS a été administrés depuis mardi, a annoncé ce jeudi l'agence africaine CDC. C'est avec ce mot sur la santé que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon week-end à notre compagnie.